Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, nous allons essayer ensemble d'exploiter les applications liées par rapport au champ gravitationnel. Alors, le problème numéro un ici, nous allons objectif d'aller jusqu'à déterminer l'expression permettant de calculer la vitesse de libération d'un satellite ou encore appeler la vitesse d'évasion d'un satellite. Alors, avant tout, on va essayer ensemble de faire un petit rappel concernant cette partie-là. Quelques rappels, donc quelques outils à connaître. Donc avant tout, il faut savoir énoncer la loi d'attraction universelle qui stipule donc que vous avez deux masses ponctuelles M1, M2 placées à une distance D, donc exercent des forces d'attraction directement opposées. Donc ces forces-là sont les suivantes. Vous avez la force FA vers B qui est égale à moins la force de FB vers A qui est égale à moins G M, le produit de M1 fois M2 sur la distance D séparant les deux masses ponctuelles au carré fois le vecteur unitaire UAB. Alors ici, il faut savoir que ces deux forces-là sont directement opposées, mais leur intensité demeure constante. Vous êtes d'accord? Alors, l'intensité de la force de FA vers B est égale à la force de l'intensité de la force de FB vers A qui est égale à G qui est la constante de gravitation fois le produit des deux masses sur la distance séparant les deux masses au carré. Vous êtes d'accord? Maintenant, il faut savoir quelques outils concernant le mouvement circulaire uniforme. Un mouvement est dit circulaire uniforme si la vitesse angulaire elle est constante. Maintenant, il faut connaître encore la loi horaire traduisant un mouvement circulaire uniforme. Vous avez θ qui est l'abscisse angulaire est égal à oméga facteur de t moins t0 plus oméga 0. Donc oméga représente la valeur de la vitesse angulaire, il ne faut pas oublier. Maintenant, lorsque t est égal à 0, vous aurez l'expression suivante. Ne faites pas oublier encore que pour un mouvement circulaire uniforme, la valeur de l'abscisse angulaire elle est donnée aussi par la relation θ est égal à 2πn. N représente ici le nombre de tours. Souvent, dans les mouvements circulaires uniformes, on peut vous demander de calculer le nombre de tours effectués par un système tournant. Encore, il faut savoir que dans un mouvement circulaire uniforme, on peut établir aussi la valeur de la période, parce que le mouvement peut être considéré comme un mouvement périodique. On est d'accord? Maintenant, la période T est le temps nécessaire au bout duquel le point matériel effectue un tour complet. Ça aussi, ce sont des données à connaître par cœur. On est d'accord? Là, vous avez la période T est égale à 2π sur oméga. Donc, oméga en radian par seconde, la période s'exprime en secondes. Voilà. Après, il faut savoir que quelques outils aussi dans la base de Freinet, savoir donner l'expression du vecteur accélération dans la base de Freinet qui est égale ici à AT suivant la tangente plus AN suivant la normale. AT est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps, donc portée par la tangente, et AN est égal à la vitesse au carré sur R, ici portée par la normale. Alors ici, souvent dans les exercices, lorsqu'on vous demande de démontrer qu'un mouvement est circulaire et uniforme, revient tout simplement à démontrer que l'accélération A est portée par le vecteur normal, qui est petit n. On est d'accord? Maintenant, c'est-à-dire que si vous arrivez à démontrer que la valeur de l'accélération tangentielle ici est égale à 0, ce qui signifie que la dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à 0. Du coup, vous avez dv par rapport au temps égale à 0, donc v est une constante. Là, vous avez un mouvement qui est uniforme. On est d'accord? Alors maintenant, pour un mouvement circulaire uniforme, il faut savoir que le vecteur accélération a les caractéristiques suivantes. Donc, sa direction, elle est radiale, c'est-à-dire portée par le rayon. Sens, c'est toujours centripète dirigé vers le centre du système tournant. Intensité, A est égal à N, qui est égal à ici à la vitesse au carré sur R. Maintenant, or, le mouvement est circulaire uniforme, donc la vitesse est égale à R fois oméga. On est d'accord? Donc, vous aurez ici R oméga, le tout au carré, vous aurez R carré, oméga carré. Vous pouvez simplifier le carré par le R, donc vous aurez ici R fois oméga carré, tel que vous voyez cette expression. Donc voilà, quelques outils à maîtriser par cœur pour travailler dans le champ de gravitation. Maintenant, passons à la résolution de notre problème. La question demandée ici, vous avez le satellite ici qui est assimilable à un point matériel décrivant une orbite circulaire d'altitude z égale à 705 km autour de la Terre. Donc, on nous demande ici dans quel référentiel cette trajectoire est-il définie. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, est-il défini? Non, là, il n'y a pas de problème. Là, maintenant, puisque le satellite tourne autour de la Terre, le référentiel ici, c'est un référentiel qui est géocentrique. Là, il n'y a pas de problème.
Voilà. Maintenant, on nous demande cette fois-ci de montrer que le mouvement est circulaire uniforme. Donc, montrer que le mouvement est circulaire uniforme revient à montrer que la vitesse est constante et que le rayon de la trajectoire ou bien de l'orbite est une constante. On est d'accord? Maintenant, dans un premier temps, on dessine d'abord la Terre, puisque le satellite tourne autour de la Terre, n'est-ce pas? Donc, vous avez la Terre qui est là, le centre haut, on place le satellite ici, à une distance petite z ici, appelée ici l'altitude. On est d'accord? Maintenant, maintenant, on peut schématiser donc de la sorte. On place la force d'attraction toujours dirigée vers le centre. C'est une force qui est centripète. La force d'attraction, elle est toujours centripète. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer d'écrire l'expression de la force d'attraction. F est égal à G fois M, donc fois masse du satellite fois la masse de la Terre sur le rayon de l'orbite au carré. On est d'accord? Maintenant, on va appliquer le théorème de centre d'inertie. Somme des forces extérieures appliquées est égale à masse fois le vecteur accélération. Et de là, maintenant, on peut tirer cette fois-ci donc le vecteur accélération. On est d'accord? A est égal à ici à G fois mt sur le rayon de l'orbite au carré porté par le vecteur USO. Alors, regardez très bien, on voit que l'accélération, donc, elle est portée par le vecteur SO. Le vecteur SO, qui est ici un vecteur unitaire USO, c'est un vecteur unitaire. Donc, si le vecteur accélération et le vecteur USO, c'est deux vecteurs qui sont collinéaires, alors, fondamentalement, donc, ces deux vecteurs-là donc, auront même caractéristique. Si le vecteur USO est un vecteur qui est centripète, comme vous le voyez ici, alors le vecteur accélération aussi, il est centripète. Dans ce cas, on peut conclure donc que l'accélération appliquant donc les coordonnées liées par rapport à la base de freinée, on peut placer la normale ici qui est toujours centripète et la tangentielle qui est perpendiculaire par rapport à la trajectoire. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si l'accélération elle est portée par le vecteur SO, cela signifie que le vecteur USO c'est un vecteur unitaire comme le vecteur N. Le vecteur normal ici c'est un vecteur qui est unitaire. Donc le vecteur USO est égal au vecteur UN, est égal au vecteur N qui est ici, qui est la normale. Donc si A est porté par le vecteur USO, alors cette accélération elle est portée aussi par le vecteur N. Et par conséquent, on peut écrire ceci, que le vecteur accélération dans la base de freinée, NT, est égal à AT suivant la tangente plus à N suivant la normale. On est d'accord? Là, vous aurez dérivée de V par rapport au temps porté par T plus la vitesse au carré sur R portée par N. Or, l'accélération A, elle est portée par la normale, comme vous la voyez, comme vous la voyez ici. Donc, vous voyez, le vecteur N est égal au vecteur USO. Alors, on peut égaliser ceci, que cette accélération-là, donc, elle est aussi portée par le vecteur petit n. On est d'accord? Et de là, on remarque très bien par identification que lorsqu'on regarde cette expression, dérivée de t par rapport au temps porté par t plus v au carré sur r porté par n est égal à tout ça porté par n. On voit très bien que cette composante, elle est nulle. Et du coup, on peut faire ceci, c'est-à-dire que la dérivée de v par rapport au temps par identification est égale à 0. Si cette dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à 0, c'est que cela implique que la vitesse est une constante. Parce que dérivée d'une constante par rapport au temps, elle est égale à 0. On est d'accord? Donc là, vous aurez donc que la vitesse ici, elle est constante. Si dérivée de v par rapport au temps est égale à 0, par conséquent, la vitesse est une constante. Alors, conclusion, vous avez ici un mouvement qui est uniforme. Démontrer qu'un mouvement est uniforme revient à démontrer que la vitesse, elle est constante. C'est tout. Maintenant, on va démontrer cette fois-ci que le mouvement est circulaire. Maintenant, donc, on va partir ici. Vous voyez, donc, on peut faire une identification. V au carré sur R est égal à GMT, comme vous pouvez le voir ici, hein, GMT sur le rayon de l'orbite au carré. Donc, petit r est égal à grand R plus Z. Hein, c'est le rayon de l'orbite, c'est-à-dire la distance séparant cette distance-là, O jusqu'à S. C'est ce qu'on appelle ici rayon de l'orbite. On est d'accord? Alors, ce rayon-là est égal au rayon de la Terre jusqu'à ce point-là, plus la valeur de l'altitude Z. Z, c'est de là jusqu'à ici. On est d'accord? Alors maintenant, à partir de là, maintenant on peut simplifier Terre et le carré. On aura ici R. Donc G, c'est la constante de gravitation. MT, c'est la masse de la Terre. C'est une constante. Et comme la vitesse aussi est une constante, donc ce rapport est une constante. Comme R, le rayon de l'orbite, est égal à une constante, alors conclusion, vous avez un mouvement qui est circulaire. Et là, comme le mouvement est uniforme et circulaire, par conséquent, vous avez un mouvement qui est circulaire uniforme. Maintenant, autre question.
l'expression de la vitesse. Et là, vous avez déjà ici, vous pouvez tirer l'expression de V. Hein. Est-ce que vous voyez ici? Vous avez R est égal à GMT sur V carré, donc V est égal à racine carrée de GMT sur R. Voilà. Or, maintenant, donc, au sol, vous avez ici GMT qui est égal à ici à G0 fois R au carré, lorsque vous êtes au sol. On est d'accord? La valeur de lorsque vous êtes ici, le Z d'ici est égal à 0. Donc, vous voyez très bien que vous aurez GMT qui est égal à ici à G0 R carré. Donc, vous remplacez là où vous avez GMT par G0 R carré. Et de là, vous pouvez donc avoir cette expression-là. Maintenant, sachant que racine carrée de R carré est égal à R, donc vous aurez ici R, racine carrée donc de G0 sur R plus Z. On y est. Il n'y a pas de problème. Maintenant, deuxième méthode encore, vous pouvez appliquer le théorème des centres d'inertie, sachant que la force appliquée au niveau du satellite est égale à masse fois le vecteur champ de gravitation. Alors, à partir de là, vous remplacez l'expression donc de la force F qui est égale à G fois la masse du satellite fois mt sur le rayon de l'orbite au carré porté par le vecteur USO. Et à partir de là, vous tirez l'expression de DGZ. Ce qu'on est. Donc vous avez ici donc l'intensité, puisque le vecteur USO est un vecteur qui est unitaire. Donc vous aurez que l'intensité de ce vecteur-là est égale à GMT sur R plus Z de tout au carré. Maintenant, au sol, qu'est-ce que vous aurez? Au sol, on aura que Z est égal à 0. On est d'accord? Si Z est égal à 0, vous aurez G0 est égal à G fois MT sur R au carré. R étant le rayon de la Terre. Et là, vous voyez très bien que vous pouvez aboutir encore à cette expression. Maintenant, vous pouvez utiliser encore le fait que le mouvement est circulaire uniforme, parce qu'on l'a déjà démontré, n'est-ce pas? Alors, vous avez, dans un mouvement circulaire uniforme, vous avez l'accélération A qui est égale à la vitesse sur le rayon de l'orbite. Donc, l'accélération A est égale aussi à GMT, donc sur R plus Z de tout au carré, on a déjà démontré ça. Là, maintenant, vous pouvez simplifier R plus Z avec le carré, et là, vous aurez V est égal à GMT sur R plus Z. On est d'accord? Et là, vous remplacez l'expression de GMT par G0 R carré, et là, vous aurez la même expression que précédemment. Et voilà, donc deux méthodes là, permettant d'établir l'expression de la vitesse. Maintenant, autre question. On a la question numéro 2, le satellite est géostationnaire, donc est considéré comme étant un satellite géostationnaire. On nous demande de définir ce terme et calculer littéralement puis numériquement le rayon de l'orbite, n'est-ce pas, en fonction des G0R et oméga t. Oméga t ici étant la pulsation donc propre de la Terre, on est d'accord? Alors là, pour définir un petit peu, un satellite géostationnaire est un satellite qui reste fixe à un point donné de la Terre, c'est qui est sûr. Et maintenant, sa période donc, correspond à la période donc, propre de la Terre. Là, maintenant, donc, on peut prendre cette fois-ci l'expression de la vitesse pour établir la valeur du rayon de l'orbite. J'ai déjà dit que le rayon de l'orbite est égal à R plus Z, hein, le petit r. Donc ici, vous prenez la vitesse, et puis vous levez au carré, donc membre à membre, et puis vous tirez l'expression de petit r qui est là. Et après calcul, donc, vous aurez l'expression R est égale à racine cubique donc, de G0 R carré sur oméga t au carré. Alors, n'oubliez pas que, comme le mouvement est circulaire uniforme, la vitesse est égale à R fois oméga. R étant le rayon de l'orbite. Hein. On est d'accord? Donc, vous voyez, vous avez ici R, V est égal à R oméga, qui est égal à ici à R, n'est-ce pas? Racine carrée donc, de G0 sur petit r. C'est-à-dire, vous remplacez grand R plus Z est égal à petit r. Grand R plus Z correspond à la valeur du rayon de l'orbite, qui est égal à ici au petit r. Hein. On est d'accord? Ici, petit r. Et là, vous aboutissez à cette formule-là. Maintenant, il faut connaître que la vitesse, la valeur de oméga t, qui est la vitesse angulaire de la Terre, est égale à 2 pi sur la période t de la Terre. Or, la période de la Terre est connue, est égale à 24 heures. Hein. Donc, on aura ici, on calcule la pulsation propre de la Terre qui est égale à 2 pi sur 24 fois 3600. On est d'accord? Et là, vous avez une pulsation de 7,27 fois 10 puissance moins 5 radians par seconde. Et de là, vous pouvez maintenant calculer le rayon de l'orbite. Il faut savoir que tous les grandeurs doivent être exprimées donc, à leur unité internationale. Le rayon doit être en mètres. On est d'accord? Voilà. Maintenant, autre question. À quelle utilisation donc, pratique peut être consacrée et donc un tel
satellite. Alors on peut l'utiliser comme relais donc de télécommunication, donc pour essayer de transmettre des informations, puisque ce satellite-là donc est considéré comme immobile par rapport à un observateur donc se trouvant donc au niveau de la Terre. Voilà, c'est un cas pratique qu'on peut toujours